La France se retrouve une nouvelle fois sans gouvernement. François Bayrou a présenté sa démission et en l'espace de 2 années, c'est déjà le 4e Premier ministre à quitter la scène politique. Qui prendra sa place? Emmanuel Macron choisira-t-il lui-même de se retirer? Et surtout, le pays parviendra-t-il à sortir de cette crise financière et politique d'une gravité inédite? Tentons d'y voir clair. Les députés français ont contraint le Premier ministre François Bayrou à démissionner. En 2 années, c'est le 4e chef du gouvernement à abandonner ses fonctions. Le pays est plongé dans une impasse politique et beaucoup estiment que seule la démission du président Macron permettrait d'en sortir. Mais revenons un instant au point de départ. L'été dernier, Emmanuel Macron a dissous l'Assemblée nationale, la chambre basse du Parlement français. La raison, la défaite des macronistes aux élections européennes. La victoire est alors revenue au Rassemblement national de Marine Le Pen et Jordan Bardella. Tous deux avaient exigé la dissolution, estimant que la composition du Parlement ne reflétait plus la réalité de la société française. Les macronistes n'avaient déjà plus la majorité, mais réussissaient encore à passer des accords ponctuels pour faire adopter leurs textes. Après la dissolution, des législatives anticipées ont été organisées. Au premier tour, c'est encore le parti de Le Pen qui est arrivé en tête, mais au second, c'est la coalition de gauche baptisée Nouveau Front Populaire qui a obtenu la majorité. Elle rassemblait socialistes, communistes, écologistes et forces de l'extrême gauche. Forte de sa victoire, la gauche a exigé la nomination de sa candidate, Lucie Costeau, une élue de la mairie de Paris. Mais Emmanuel Macron a finalement choisi Michel Barnier, issu des Républicains. Le gouvernement Barnier n'a tenu que 3 mois. En décembre dernier, son équipe a été renversée après avoir présenté un budget jugé inacceptable par les députés. En 2024, le déficit public de la France a bondi à 5,6% du PIB, bien au-dessus des critères européens. Les agences de notation ont abaissé la note du pays et la question de l'austérité est devenue incontournable. Barnier proposait d'économiser 60 milliards d'euros via des mesures impopulaires. L'Assemblée a rejeté son plan et lui a retiré sa confiance. Son successeur, François Bayrou, fidèle allié d'Emmanuel Macron, a repris le dossier. Le budget de l'année en cours a été adopté de justesse, mais le déficit s'est encore creusé à 5,8% du PIB. Bayrou a lui aussi parlé d'austérité. Gel des retraites, réduction des dépenses de santé, suppression de 2 jours fériés le 8 mai et le lundi de Pâques, mais sa crédibilité a été entamée. En plus de son rôle à Matignon, il conservait son poste de maire de Pau, se déplaçant régulièrement en avion pour de courtes réunions. Mediapart a par ailleurs révélé qu'il avait lancé des travaux coûteux dans son bureau municipal, ce qui a attisé la colère des Français. Résultat, François Bayrou est devenu le Premier ministre le plus impopulaire de l'histoire. À la veille de sa démission, plus de 80% des Français désapprouvaient son action. Hier, 364 députés ont voté contre lui, une majorité écrasante. Désormais, les regards se tournent vers Emmanuel Macron. Selon les sondages, 32% des Français le jugent personnellement responsable de la crise politique et 62% souhaitent sa démission. Le président a rappelé que son mandat court jusqu'en 2027 et qu'il n'entend pas partir avant. Mais sa cote de confiance est tombée à 15%, un niveau historiquement bas. L'Élysée a indiqué qu'un nouveau Premier ministre serait nommé dans les prochains jours. Selon Le Figaro, le favori serait Xavier Bertrand, président des régions et membre des Républicains. Le nom de Sébastien Lecornu, actuel ministre des Armées, circule aussi, tout comme celui de Gérald Darmanin, ancien ministre de l'Intérieur. Une nouvelle dissolution de l'Assemblée est jugée improbable. Elle ne ferait qu'accroître le poids du Rassemblement national, déjà renforcé lors du dernier scrutin. En cas de nouvelle législative, le RN obtiendrait environ 31% au premier tour, contre seulement 14% pour les macronistes, soit 7 points de moins que l'an passé. Marine Le Pen, pour l'instant inéligible après sa condamnation pour fraude aux fonds européens, espère revenir par la voie de l'appel, dont l'examen commencera en janvier. Pendant ce temps, les finances publiques restent dans le rouge. La dette atteint 3 350 milliards d'euros, soit 113% du PIB.
Les seuls intérêts de la dette ont coûté 66 milliards cette année et pourraient grimper à 75 milliards l'an prochain, dépassant le budget de l'éducation nationale. Le nouveau Premier ministre devra donc résoudre une équation budgétaire impossible dans un pays où ni la classe politique ni les citoyens ne veulent entendre parler d'austérité. Le mercredi 9 septembre, syndicats et mouvements sociaux prévoient de bloquer le pays. Sont déjà mobilisés les cheminots, les contrôleurs aériens, les agents des transports urbains, mais aussi les enseignants et les personnels de santé. Le ministre de l'Intérieur, Breno Nitoyo, a annoncé la mobilisation de 80 000 gendarmes et policiers pour assurer la sécurité sur l'ensemble du territoire. Deuxième actu, le procès en appel de Marine Le Pen concernant l'affaire des assistants parlementaires du Front National se tiendra du 13 janvier au 12 février 2026. L'objectif de cet appel est de contester et de rejuger l'affaire. En fait, fin mars, la leader du parti d'extrême droite avait été condamnée à 4 ans de prison, dont 2 ans ferme sous bracelet électronique, 100 000 euros d'amende et surtout à une peine d'inéligibilité de 5 ans avec exécution immédiate, ce qui l'empêche actuellement de se présenter à toute élection, y compris la prochaine présidentielle. Alors on va pas revenir en détail sur l'affaire, mais la justice l'a reconnue coupable, elle et 24 autres anciens députés européens, assistants et experts comptables, d'avoir mis en place un système de détournement de fonds publics entre 2004 et 2016. Concrètement, des salariés du Front National, donc l'ancien nom du RN, ont été payés avec l'argent du Parlement européen, ce qui est illégal, avec un préjudice économique évalué au final à 3,2 millions d'euros. Ce nouveau jugement, s'il lui est favorable, pourra donc peut-être lui permettre d'être éligible aux prochaines élections et donc à la présidentielle de 2027. On suivra ça. Troisième actu, au Proche-Orient cette fois-ci, le Hamas a affirmé ce dimanche être prêt à s'asseoir immédiatement à la table des négociations après avoir reçu une nouvelle proposition de cessez-le-feu de la part des États-Unis. Plus tôt, le président américain Donald Trump avait annoncé sur son réseau Truth Social, je cite, que les Israéliens avaient accepté ces conditions et qu'il était temps pour le Hamas d'accepter également et qu'il y aurait surtout des conséquences en cas de refus. Alors sans en connaître les détails, selon le site d'information américain Axios, l'envoyé spécial de Donald Trump, Steve Witkoff, a communiqué une nouvelle proposition la semaine dernière au Hamas pour un accord global sur les otages et un cessez-le-feu avec Israël. Selon l'armée israélienne, 47 Israéliens sont toujours retenus en otage dans la bande de Gaza depuis le 7 octobre 2023, dont 25 sont présumés morts. Parallèlement, les bombardements israéliens continuent chaque jour dans la bande de Gaza. À noter également qu'au moins 6 personnes ont été tuées et 9 autres blessées ce lundi dans une attaque à l'arme à feu à Jérusalem-Est, selon les services de secours israéliens. 2 assaillants ont ouvert le feu dans un secteur de la ville occupé et annexé par Israël avant d'être neutralisé selon la police. Le Hamas a salué, je cite, une réponse naturelle au crime de l'occupation, mais n'a pas revendiqué l'attaque. Sur X, Emmanuel Macron, qui, je cite, condamne avec la plus grande fermeté l'attentat qui vient de survenir, a aussi adressé ses condoléances aux victimes.